Bonjour à toutes et à tous. Cela fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo disponible sur ma chaîne YouTube de façon à pouvoir réagir à l'actualité ou proposer une nouvelle vision, faire des propositions pour la France. Là, en l'occurrence, je fais cette vidéo par rapport à ce que je constate de plus en plus au niveau de la France quant aux ambitions de notre personnel politique sur le plan des affaires étrangères et plus précisément sur le plan du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Comme vous le savez tous, récemment, Macron a émis l'hypothèse d'un déploiement de troupes françaises en Ukraine. De troupes plus précisément pour du matériel condition opérationnel ou de la formation, pourquoi pas. Bon. Et je vois sur les réseaux, sur Twitter entre autres, une grande quantité de gens, des personnels politiques, de journalistes ou autres, qui sont en mode va-t-en-guerre, c'est-à-dire à recréer un peu ce qu'il s'est passé durant les prémices de la Seconde Guerre mondiale, à savoir du coup, on est avec ou contre la Russie, on est avec ou contre l'Ukraine, et toute voie dissidente, en tout cas qu'elle plaiderait à la paix, serait de facto considérée comme un traître. Bon. Euh, Moi, quand je vois ça, je me dis au secours. Parce que il y a un gros risque de guerre civile en France. Et là où certains n'y voient qu'un jeu électoral, politique, de politique politicienne, au sens de se positionner et se faire élire, il y a malheureusement en Ukraine, actuellement, des personnes qui sont jugées pour collaborationnisme, voilà, avec l'ennemi. Et en France, on risque de se retrouver avec les mêmes problématiques, avec des personnes qui reviennent du front en étant exténuées, qui ont des syndromes de stress post-traumatique, donc le fameux PTSD. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Et pour moi, il y a une voie qui manque, c'est celle de l'entre-deux. Alors qu'est-ce que j'appelle par entre-deux? La voie du compromis. Cela fait plusieurs fois que je participe à des débats en ligne sur Twitter où j'entends ou bien du total pro-russe ou bien du total pro-Ukraine, mais je n'entends personne qui écoute en fait les intérêts des deux parties et qui les écoute pour tenter de trouver une solution. Pas simplement pour accuser, pour dire ah t'as fait ci, toi t'as fait ça, toi t'as fait ça, mais pour tenter de trouver une solution. Bon. En ce sens, cela fait des mois maintenant que je me paluche tout un tas de reportages et de documentaires, qui remontent à maintenant une dizaine d'années, qui expliquent un petit peu ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, etc., autant sur le plan historique, sur le plan politique, sur le plan des populations, sur le plan géopolitique aussi, avec les intérêts des grandes puissances. Et quelque part, je pense qu'il y a possibilité de trouver un terrain d'entente. Comment? Alors déjà, en préliminaire, il y a un indispensable, qui est le dialogue, c'est-à-dire s'écouter, se considérer mutuellement, se respecter. Autrement dit, partir d'un principe qui est que chaque partie a des intérêts en jeu et qu'il faut donc les écouter. Ce qui veut donc dire à un moment donné, mettre bien sûr des lignes rouges, mais mettre aussi des lignes vertes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on s'autorise à lâcher comme lest. Voilà. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on ne s'autorise pas, ça va sans dire. Et chacune des parties en a. Bon. En l'occurrence, moi je tente de réfléchir au coup d'après. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a démarré cette guerre? Et qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? Bon.
Dans un premier temps, je réfléchis donc aux populations locales. Populations locales de l'Ukraine, qui sont apparemment divisées en deux parties, pro-Ukraine d'un côté, pro-Russe de l'autre, avec des accords de Minsk qui de base devaient permettre justement d'établir une ligne de démarcation et d'avoir une certaine indépendance des régions du Donbass. Bon. Avec des populations qui ont pris les armes contre le régime de Kiev. Bon. En face, des populations ukrainiennes qui, se sentant pro-européennes, ont pris les armes pour se défendre face à ce qu'ils appellent l'impérialisme russe. Et ça peut se comprendre, vu leur histoire. Au sens plus large, au niveau français, voire européen, des accords ont été signés avec l'Ukraine, au niveau économique, pour faire en sorte qu'il y ait justement une intégration de plus en plus de l'Ukraine dans l'Union européenne. Bon. De l'autre côté, la Russie cherche, elle aussi, à avoir un accord avec l'Ukraine, parce qu'il y a une région dans l'est de l'Ukraine qui est un peu le poumon économique de l'Ukraine, avec les terres arables et l'industrie. Bon. Donc chacun joue sa partition. Donc, comment il va trouver un terrain d'entente? Premièrement, ce qui me semble important, c'est de se dire que la Russie, son invasion est illégale. C'est clair, l'invasion de la Russie à l'heure actuelle est illégale. Ça, on en convient tous. Donc, ils doivent s'arrêter. Bon, donc on doit pouvoir mettre les forces en face pour les arrêter. Ça va sans dire. Mais ça veut dire aussi, à un moment donné, s'arrêter quelque part. C'est-à-dire qu'admettons que la Russie reflue, jusqu'où? Est-ce qu'elle reflue jusqu'à la totalité des frontières à l'est de l'Ukraine, admettons? Et dans ces cas-là, que fait-on des populations? Que fait-on des populations sur place, qui, elles, étaient donc séparatistes? Qu'en fait-on? On les annihile, on les déporte, on fait quoi? Personnellement, je suis pour respecter leur volonté d'indépendance. Ce qui voudrait donc dire, ça c'est un tabou sur le plan géopolitique, j'ai l'impression, déterminer l'indépendance de ces régions vis-à-vis de l'Ukraine. Bon, ça c'est le premier point. Donc ça veut dire, la Russie dégage, mais en même temps, on a une reconnaissance de l'indépendance de ces régions. Deuxième point. Partir d'un principe d'un dialogue, ça veut dire croire que l'autre est sincère dans ses demandes. Ce qui veut dire ne pas partir du principe qu'il ment par essence ou par nature. Sinon, à ce tarif-là, il n'y a plus de dialogue possible, il n'y a plus de confiance possible, il n'y a plus d'accord possible. Bon. Donc, moi, quand j'écoute les revendications de la Russie, avec les deux fameux objectifs que sont la dénazification et la démilitarisation, pour ce qui est de la dénazification, en l'occurrence, il s'agit surtout des personnes qui se revendiquent comme étant pro-Bandera, à ma connaissance. Bon, en tout cas, qui érigent en héros Bandera, et qui derrière, pour certains, ont des pratiques consistant à traquer, chasser, tuer des pro-russes, comme on a pu le voir à l'incendie de la maison des syndicats. Bon. Donc si on veut écouter cet objectif, il y a deux possibilités. Soit on part du principe que c'est totalement ubuesque, que ça n'existe pas et que ça n'existera jamais. Dans ces cas-là, c'est d'une certaine façon faire fi de ce qui s'est passé en 2014 et en 2015, avec un certain nombre de choses où c'est un peu flou. Ou bien, on peut partir du principe que justement on cherche à démontrer que ça n'existe pas. C'est-à-dire en montrant les personnes en question, qui sont peut-être désignées de mémoire, je ne sais pas, en montrant que justement ça n'existe pas, mais en réel, c'est-à-dire pas par une propagande, mais en montrant justement que cette nazification, en fait, dans les faits, n'existe pas. Voilà. Ce qui voudrait donc dire avoir des observateurs indépendants,
je sais pas, de l'OSCE ou je dirais même pourquoi pas de l'ONU, qui font donc une enquête sur place, dépêchée par l'ONU, et qui ferait du coup une enquête pour savoir qui est réellement nazi. Voilà. Qui est réellement dans cette idéologie néo-nazie, et du coup de les éjecter du pouvoir, ou même de l'armée ukrainienne, s'il y en a, hein, pour les mettre au procès. Voilà. De façon à se dire, vous n'avez pas, les Russes, besoin de faire ça, vu que l'ONU s'en charge, et donc, voilà, dehors. Bon. Ça, c'est, on va dire, pour le côté dénazification, ça pourrait, on va dire, rapidement se faire. Et le deuxième point, c'est la démilitarisation. Alors là, effectivement, il y a une grosse question à un moment donné qui se pose, qui est des intérêts de chacune des parties. Et, je dirais, du fait que l'Ukraine veut son indépendance et sa souveraineté. Bon, qui dit indépendance et souveraineté dit donc, logique que le pays cherche à vouloir se défendre, donc d'acquérir des armes pour se défendre. Ce qui peut sembler logique. Moi, quand je réfléchis à ça, je me dis, mais c'est quasiment une équation insoluble. Parce que, qui dit indépendance dit donc capacité à décider pour son propre avenir, et donc possibilité de rentrer dans l'OTAN, par exemple, ou dans l'Union européenne, ou dans d'autres accords de coopération. Et en tout état de cause, comment réussir à trouver un terrain d'entente sur ce point? Comment? Alors moi, je me rappelle qu'il y avait comment je dirais ça? Une négociation qui avait été faite à un moment donné entre Napoléon Ier, je crois, et Alexandre III, si je ne dis pas de bêtises, concernant la Pologne. Bon, à ce moment-là, il y avait eu une proposition pour que la Pologne soit, entre guillemets, un État tampon. Tout comme la Belgique en son temps, l'Ukraine pourrait le devenir, un État tampon. Bon. État tampon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un État qui ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre. Mais ça veut donc dire d'une certaine façon, il y aurait de fait une restriction à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ou autre organisation de défense internationale. Mais donc ça voudrait donc dire impossibilité pour le peuple ukrainien de décider de son propre avenir. On en revient toujours au même problème. Donc là-dessus, je dirais, je comprends la volonté des Russes de se protéger vis-à-vis du coup d'un éventuel encerclement ou d'une éventuelle attaque sur leur sol. Je comprends cette volonté. Cependant, je pense que les États baltes étant déjà de leur côté militarisés, hein, à ma connaissance, et étant pour le coup en frontière directe avec la Russie, eux ne posent pas tant de problèmes que ça. En tout cas, je n'ai pas vu de bombes particulières partir de la Russie vers les pays baltes ou inverse. Donc il y a parfaitement possibilité d'avoir justement cette militarisation, c'est parfaitement possible, euh, avec un accord. Ce qui veut donc dire avoir un accord transfrontalier entre les deux, un pacte de non-agression mutuelle. Voilà, par exemple, un pacte de non-agression. Ça pourrait se faire, pourquoi pas. Parce qu'en fait, la plus grosse hantise des Russes, à ma connaissance, c'est quoi? C'est tout simplement de se faire attaquer. Voilà. De se faire attaquer, de ne pas pouvoir protéger leur population. Ce qui peut tout à fait se comprendre. Je veux dire, tout État a son rôle de protection de sa population. C'est logique et c'est normal. Bon. Donc, un accord bilatéral entre les deux pourrait par exemple se faire. Bon. Mais ça réclame une chose. Et là, qui, à mon sens, est profondément compliquée à l'heure actuelle. De cesser cette haine entre les deux. Alors je sais que les populations d'Ukraine et de Russie sont très fortement imbriquées, que ce soit de par leurs dirigeants, que ce soit de par leur population même, hein. Je veux dire, il y en a beaucoup qui sont nés en Ukraine qui sont partis en Russie, ou d'autres des Russes qui sont venus en Ukraine, enfin, il y a eu des échanges transfrontaliers pendant des années. Mais il y a aussi beaucoup de haine. Et d'une certaine façon, je dirais que l'arrestation
des personnes qui justement sont ultranationalistes en Ukraine, en tout cas qui sont pour le coup néo-nazis, pourrait permettre justement d'abaisser les tensions. Ça pourrait permettre d'abaisser les tensions et donc justement de retrouver cette paix à laquelle aspirent les habitants en fait. Je pense que ça pourrait permettre de le faire. Après, quand je réfléchis à un dessin géopolitique plus large, et que je me rappelle de cette fameuse sortie de François Hollande disant que les accords de Minsk n'étaient qu'une solution d'attente en attendant d'aller dans le dur, je me dis, mais en fin de compte, personne n'avait véritablement, en tout cas du côté occidental, envie de la paix en fait. Et c'est là que je me dis, mais ça va pas. Et c'est logique qu'à un moment donné, du coup, il y en a qui se rebellent. Et qui se disent, mais maintenant vous allez nous respecter. Donc je dirais quelque part, cette non-agression, pour moi, me semble essentielle. Et surtout cette compréhension mutuelle de part et d'autre. Donc, je dirais vraiment en conclusion de cette vidéo, le plus dur n'est pas de gagner la guerre, c'est de gagner la paix. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de baisser son froc en disant je veux la paix, bien au contraire. Il s'agit de dire nous reconnaissons mutuellement le droit d'exister, comme il s'est passé lors de la crise de Cuba. Nous reconnaissons mutuellement le droit d'exister. Arrêtons cette boucherie qui n'a ni queue ni tête en fait. Chaque civilisation a le droit d'exister. Reconnaissons-nous mutuellement. Cessons ce rapport de force qui ne sert qu'à des intérêts, je dirais, militaristes ou en tout cas des intérêts politiques. Établissons la paix en se disant que le principal dans cette histoire est que l'humanité vive, survive, la civilisation aussi, et que personne n'a à gagner dans cette histoire à continuer cette guerre. Personne n'a à gagner quoi que ce soit. Personne. Même pas les Russes d'ailleurs. Même pas les Russes. Je me dis, quand bien même, admettons que la Russie continue, qu'aurait-il à y gagner en fait? Qu'aurait-il à y gagner? Du territoire, des populations qui leur crachent dessus? Ils auraient quoi à y gagner en fait? Avoir une pression internationale monstrueuse, avoir des personnes qui ne veulent plus leur parler, ça servirait strictement à rien. Si ce n'est, on va avoir encore plus d'antagonisme. Alors oui, j'ai vu qu'il y a des accords entre la Russie, la Chine, etc. Mais je veux dire, personne à l'heure actuelle n'a intérêt à une guerre thermonucléaire. Personne. Oui, faisons respecter l'Ukraine. Oui, faisons respecter la Russie. Oui, faisons respecter la France. Faisons respecter chacune des parties. Faisons-les respecter. Avec, si nécessaire, un combat contre la Russie en Ukraine de façon à la faire refluer, si nécessaire. En attendant, faisons en sorte justement que chacun voit son honneur respecté, chacun voit son existence, son droit à l'existence respecté, chacun voit sa dignité respectée. C'est pour ça que là, je me rappelle les lois de la guerre de base, la Convention de Genève, etc. Et avançons pour rétablir un dialogue, une diplomatie. De base, c'est pour ça que les diplomates existent, je le rappelle, pour établir un dialogue, pour faire en sorte justement d'écouter les intérêts des parties prenantes et établir une paix qui soit la plus durable possible. Parce que je vous rappellerai juste une chose, l'Ukraine est sortie du giron de la Russie en 1991. L'Euromaïdan date de 2014, c'était il y a à peine 10 ans. 10 ans, d'accord? 10 ans. C'est rien à l'échelle de l'humanité. C'est très peu en termes de temps. D'où le fait que les tensions soient aussi exacerbées, parce qu'on est en plein dedans, en fait on est plongé en plein dans cette tension.
Et il est urgent de réussir à apaiser tout ça, plutôt que de partir en conflit généralisé pour des histoires de croyances de traîtrise ou de collaboration ou autre. Euh, L'important, c'est de réussir à vivre tous ensemble en paix. L'art devrait nous permettre de le faire, la science également. La politique, en ce sens, devrait à un moment donné plutôt réfléchir à nous permettre d'avancer en tant qu'humains, et donc à travers l'ONU, plutôt que en tant que faction rivale, qui ne cherche qu'une chose, c'est à s'annihiler mutuellement. Voilà. Merci à vous et bonne soirée.